Chers frères et sœurs, avant de passer à l'offertoire et à la prière eucharistique, nous allons improviser des intentions. S'il y a des gens qui ont des intentions, ils pourraient les formuler, soit en Lingala, soit en Swahili, soit en Tchouka, soit en Kikongo, selon l'inspiration de chacun et chacune de nous. Dieu notre Père, nous venons à présent te confier les intentions du monde. Et d'une façon particulière, les intentions de notre pays, la RDC. En ces jours, notre frère Jean-Pierre a accompli 4 ans d'incarcération dans cette maison à La Haye. Nous venons de les confier. Donne-lui les forces, les grâces nécessaires pour qu'il sache que les Congolais qui aiment ce pays sont toujours avec lui et en communion avec lui. Et il chemine avec lui comme Jésus avait cheminé avec les disciples d'Emmaüs dans une discrétion totale. Nous venons te les confier. Nous venons aussi te confier sa famille biologique qui est aussi dans des moments difficiles à cause de cette séparation voulue et entretenue par les politiciens. Seigneur, veuille toucher les cœurs de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui dirigent les autres, qu'ils arrivent à résoudre ces problèmes, afin que notre frère Jean-Pierre puisse retrouver sa place un jour parmi nous et avec nous. Seigneur, je les confie. Je me rappelle ce jour-là, je me trouvais à Kinshasa, vers 11h du soir. D'abord, on a reçu un coup de téléphone de ma belle-sœur. J'habitais avec ma maman. À minuit, mon frère lui-même nous a appelés. Et c'était le deuil pour nous. On pleurait, on appelait Caroline, on appelait un peu partout. C'était le deuil à la maison. Et vous vous rendez compte, notre maman, aujourd'hui, elle a 86 ans, qui pleure tout le temps après son petit-fils. Il aimerait bientôt venir ici. Avant qu'il meure, il voudrait voir son petit-fils avant de mourir. Oui. Au nom de notre famille, au nom des familles MLC, que je n'ai pas connues aujourd'hui, je l'ai connue depuis quand MLC a commencé. J'ai été à Béni, parce qu'on parlait tellement des mauvais de MLC. Je dis, c'est mon neveu, je vais aller voir moi-même. J'étais à Béni. J'étais fière de mon fils. Et aujourd'hui, malgré où il est, je suis fière de lui, c'est un homme. Bon, je ne vais pas vous prendre beaucoup le temps. Je vais arrêter là. MLC, je vous remercie. Et je n'ai pas de mots à dire. Ceux qui sont morts au nom de MLC, la famille qui sont morts avec des soucis, des enfants, des jeunes gens.
le Congo restera déjà plus loin qu'aujourd'hui. Au lieu d'avancer, on recule. Je parle pour les mamans congolaises. Oh, Bazalia ou Batiki Mboka Bayawa. Moyen bas, soigner d'autres na bango na Congo ezali sous terre. Moyen ezali terre na Fanzala. Courant penza ezali te na mboka na biso capitale du Congo. Mai ezali te. Hygiène ezali te. Tozaki fier kozala congolais. Mais sikoyo ezopesa biso pasi na motema. Ata bozwi ba nationalité belge yango. Ntango bokozwa ba problème awa. Baba moto wana origine congolaise. Bakobosana te ata tozali awa. Alors, MLC pour continuer ndenge wana bana na nga soutenir Jean-Pierre ndeko na bino. Bolemba na ye te. Biso bamama na ye tata ya mwasi kozali wana ata kozomona nga mingi te. Ngaki naza na problème ya bana. Mais je l'aime, et je suis fière de lui. Bravo MLC. Mesdames, Messieurs, distingués invités et chers compatriotes, c'est une grande satisfaction pour le MLC de vous voir si nombreux en ce jour pour apporter votre soutien au compatriote Jean-Pierre Bemba Gombo, toujours incarcéré par la Cour pénale internationale depuis maintenant 4 ans. Est-il besoin de rappeler que le président Bemba a été mis à l'ombre par la justice internationale avec l'aide de ses adversaires politiques afin qu'ils puissent poursuivre l'œuvre impunément et en toute quiétude leur œuvre de pillage et voire de balkanisation de notre cher et beau pays. Le premier volet de ce plan est dans un état d'exécution très avancé, qu'il me suffit seulement de porter à votre attention que pour la première fois de son histoire, la RDC est classée 187e pays sur 187 en 2011 sur l'échec de l'indice de développement humain. Mesdames, Messieurs, la RDC se trouve une fois encore dans une phase difficile après les élections contestées qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, car la démocratie naissante a été terriblement écorchée par le régime dictatorial en vigueur dans notre pays. Le peuple congolais s'interroge de plus en plus sur les dividendes du choix démocratique opéré. La cause de cet échec se retrouve sans nul doute dans l'amateurisme du pouvoir en place et dans sa propension constante à dénier la démocratie dans le fonctionnement quotidien de l'État. Autant le fonctionnement de l'État semble grippé, autant la multiplication de signes ostentatoires de richesse individuelle est une réalité qui menace la paix sociale chèrement acquise. Ce constat général est aisément vérifiable et à ce sujet, une requalification des options est nécessaire face aux urgences de la nation. N'éditons pas que gouverner, c'est prévoir. Voilà pourquoi le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, résolument engagé à promouvoir toute alternative démocratique crédible à même de permettre à la RDC de redécoller, dénonce la gestion désastreuse au niveau national et affirme sa détermination à s'opposer à la mauvaise gouvernance d'une part et réclamer d'autre part la libération de son président injustement détenu à La Haye. Au moment où le peuple congolais attendait de toucher les dividendes de l'ensemble du processus ayant conduit aux élections, on note à ce jour la mise en place d'une économie de prédation, œuvre d'un gouvernement de convenance quasi indifférent à la souffrance du peuple. Aujourd'hui, l'inertie, l'amateurisme et la mauvaise gestion de ceux qui ont à la charge de l'État sont le lot quotidien du peuple et les malaises sociaux qui en découlent se ressentent dans tous les secteurs de la vie publique. L'insécurité est généralisée sur l'ensemble du territoire national, n'épargnant ni la population, comme il fut le cas en 2006 lors de l'usage disproportionné de la force publique à Kinshasa et au Bas-Congo, et également en 2011 lors du scrutin électoral, ni les élus, comme dans le cas des ignobles assassinats du vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Daniel Boté Tiloleke,
et du chef du groupe parlementaire MLC à cette même assemblée, l'honorable Marius Gangale, ni les défenseurs des droits de l'homme et nationalistes congolais, dont Floribert Chebeya, Fidel Bazana et Armand Tungulu, ni les journalistes, comme dans le cas des meurtres perpétrés contre Franck Guiquet, Serge Maïche et tant d'autres, ainsi que les pillages et les fermetures arbitraires et brutales de certaines chaînes de télévision. Plus graves encore, la guerre a repris à l'est de la République, entraînant morts, désolation et violations insoutenables des droits humains. Cela constitue le deuxième volet du plan machiavélique ourdi contre le Congo. J'ai cité la balkanisation de notre pays. Malgré cela, une cacophonie criante est mise à jour quand le parti du chef de l'État s'oppose à l'action de son propre gouvernement dans l'arrestation de Bosco Ntaganda, réclamé par ailleurs par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La guerre qui se déroule à l'est de notre pays, avec son cortège de drames humanitaires, ne peut aucunement nous laisser indifférents. Des morts inutiles se comptent parmi nos soldats et nos populations. Des femmes et jeunes filles sont violées. Des milliers de déplacés sont en déshérence, quasiment livrés à eux-mêmes. Tel est le tableau macabre qui nous est offert par l'incurie et l'incapacité du gouvernement en place à gérer les problèmes majeurs de l'État. Mais je tiens ici à vous rappeler que notre parti et son président n'ont pas l'intention de se résigner et de se croiser les bras en attendant la désagrégation de ce patrimoine commun qu'est le Congo. Comme la quasi-totalité des Congolais, nous nous battrons pour conserver en un morceau unique cet héritage qui nous a été légué par nos ancêtres. Le MLC a fustigé maintes fois et réclamé une solution politique et diplomatique à la problématique qui se pose à l'Est. Une telle solution passe nécessairement par la clarification des rapports entre notre gouvernement, le FDLR, le CNDP et le gouvernement rwandais sous l'œil vigilant du Parlement congolais. Il s'agit dans notre esprit de vider une bonne fois pour toutes le prétexte à partir duquel des pays voisins s'autorisent une ingérence dans nos affaires intérieures. Une analyse sommaire de la gouvernance récente de notre pays révèle l'existence d'un gouvernement parallèle logé à la présidence de la République, en parfaite violation de l'esprit et de la lettre de la Constitution qui dispose que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Ce gouvernement parallèle regentait tout, signait et faisait signer tout par des prête-noms, cela au vu et au su de tous. Il en va de soi que le nouveau gouvernement des technocrates, de l'actuel Premier ministre Mata Tamponio, fortement inspiré de la ligne directrice de Joseph Kabila, risque peu de s'écarter du fonctionnement fallacieux installé par ces roitelets qui spolient la République. Tant que durera un tel dysfonctionnement au sommet de l'État, la situation de notre pays poursuivra sa descente aux enfers. Du reste, malheureusement, il est à craindre que quelles que soient par ailleurs les qualités de nouveaux membres entrant dans l'actuel gouvernement, et sans un véritable changement de mentalité dans notre pays, la RDC continuera à s'enfoncer dans la paupérisation de ses concitoyens. Considérant que, 4 ans après son arrestation, les atémoiements de la CPI démontrent à suffisance l'inconsistance du dossier et laissent croire que le maintien en détention du sénateur Jean-Pierre Bemba revêt un caractère politique. Considérant que le sénateur Jean-Pierre Bemba est un leader politique congolais dont la carrière et le prestige au sein de la population sont tels qu'il ne saurait d'aucune manière se soustraire à la justice internationale en cas de libération provisoire. Considérant au contraire qu'une telle libération provisoire, garantissant la prise en compte de sa dignité, ferait du respect de cette procédure un devoir moral plus contraignant que la simple obligation juridique. Considérant que le sénateur Jean-Pierre Bemba offre de sérieuses garanties par l'existence de ses biens, sa qualité de leader politique incontesté et par la hauteur de ses ambitions politiques, il y a sa crédibilité internationale qui passe assurément par la stricte observance de la procédure susdite. Considérant enfin que la Cour pénale internationale et la communauté internationale gagneraient certainement au bon déroulement d'un procès enrichi par l'application du principe de la présomption d'innocence.
le mouvement de libération du Congo demande à la Cour pénale internationale de lire le droit en toute objectivité et d'accorder au sénateur Jean-Pierre Bemba la liberté provisoire tant attendue avant la fin de sa procédure judiciaire. À cet effet, le MLC encourage le conseil du sénateur Jean-Pierre Bemba dans la longue bataille juridique qui l'oppose à l'équipe du procureur Moreno afin que la vérité éclate au grand jour. En définitive, je profite de cette tribune en ma qualité de secrétaire national adjoint du MLC pour évoquer la notion du réconfort tridimensionnel dont a fait allusion le curé. Réconfort pour le sénateur Jean-Pierre Bemba qui a besoin de se sentir entouré pour affronter avec force et courage ce procès injuste qui lui est infligé. Le réconfort pour sa famille biologique qui doit s'armer de courage face à l'absence du père, du mari, du frère. À travers cette manifestation, nous voudrions aussi saluer la bravoure et l'abnégation de toute la famille biologique du président Bemba Gombo et en particulier celle de Madame Liliane Bemba Texera, qui, malgré toutes les difficultés et les épreuves qui lui ont été imposées par l'incarcération de son mari, a pu maintenir la famille unie et encadrer les enfants au mieux qu'elle a pu, malgré un environnement hostile. Et le réconfort pour nous, sa famille politique, à travers le soutien lui accordé, malgré les infortunes que notre mouvement traverse. Sachez que votre appui en ces temps difficiles pour notre parti nous réconforte singulièrement. Sachez que, pour nous comme pour vous, notre pays, le Congo, passe avant toute chose. Sachez que nous ne trahirons jamais notre pays, le Congo. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le parti a survécu à l'incarcération de son leader, alors que l'objectif de nos adversaires était de nous anéantir. J'ai dit et vous remercie. Chers frères et sœurs, chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, le bureau du procureur de la CPI, vient d'achever la présentation des griefs qu'il allègue à charge du sénateur Jean-Pierre Bemba depuis le mois de mars dernier, il y a environ 2 mois. D'aucuns s'interrogent aujourd'hui à quoi rime ce procès, pourquoi le sénateur Jean-Pierre Bemba est privé de sa liberté jusqu'à ce jour. Un regard rétrospectif nous rappelle qu'à l'origine de cette affaire, la CPI a été saisie d'un dossier transmis par le gouvernement de la République centrafricaine. Ce dossier originaire concernait principalement l'ancien président de la République centrafricaine, Ange Félix Patassé, et certains officiers généraux des forces armées centrafricaines. Dans ce dossier, Jean-Pierre Bemba n'était cité qu'à titre accessoire. Qu'aujourd'hui, il soit visé principalement par les accusations du bureau du procureur de la CPI ne cesse d'émouvoir plus d'un et suscite le constat d'une politique criminelle, injuste et impartiale, à l'égard de celui à propos de qui le tribunal de Bangui avait décidé déjà en son temps, je cite, « S'il n'est pas contesté que Jean-Pierre Bemba a mis ses hommes à la disposition de la République centrafricaine, il est resté étranger quant à leur utilisation sur le terrain des combats. » Fin de citation. Faut-il le dire, le 24 mai 2008, le jour même de son arrestation, le dossier du procureur était vide. Les seuls éléments graves qui s'y trouvaient n'accablaient que les acteurs politico-militaires centrafricains. La plupart de témoins qui ont été par la suite sélectionnés par le procureur
n'ont été entendus que postérieurement à la détention du sénateur Jean-Pierre Bemba. Sur une centaine de témoins qui ont été entendus par les procureurs lors de ces différentes enquêtes, la grande majorité ont disculpé le sénateur Jean-Pierre Bemba dans leurs déclarations respectives. C'est ainsi que, après avoir mis de côté la plupart de ces témoins qui mettaient hors cause le sénateur Jean-Pierre Bemba, le procureur a opéré une sélection inéquitable. 40 témoins uniquement ont été retenus sur une centaine préalablement entendus par ces enquêteurs. Les personnes écartées par le bureau du procureur sont précisément des témoins de première main qui ont vécu au quotidien, au jour le jour, la réalité du conflit sur le théâtre des opérations à Bangui durant toute la période litigieuse. Dans cette affaire, le procureur avait déjà été désavoué une première fois par la Cour lorsqu'il a prétendu détenir de preuves à charge de M. Jean-Pierre Bemba au titre de la responsabilité comme coauteur des crimes sur base de l'article 25 du statut de Rome. À l'issue de cette première phase consacrée aux témoins du procureur, les observateurs des plus avisés de ce procès s'accordent sur une conclusion. Il vient encore une fois d'échouer sur la présentation de sa nouvelle version des faits, basée cette fois-ci indûment sur la responsabilité en qualité de chef militaire prétendu, tel que visé à l'article 28 du statut de Rome. En réalité, le véritable procès va commencer maintenant dès le mois d'août prochain. La défense fera appel à tous les témoins, à commencer par ceux-là que le procureur a délibérément réduits au silence, les empêchant de faire entendre leur voix au prétoire devant les juges de la CPI. Les soldats de rang, les sous-officiers, les officiers généraux présents sur le champ de bataille viendront très prochainement décrire la réalité des faits aux juges, eux qui étaient déployés sur le théâtre des opérations et qui ont vécu la réalité de ces conflits qui a duré 4 mois et demi, du 25 octobre 2002 au 15 mars 2003. L'opinion découvrira quelle autorité gérait les armes lourdes, les munitions, les véhicules de combat, les appareils de communication militaire, les fréquences radio utilisées lors des opérations à Bangui. Il en est de même de la gestion des écoutes et repérages de l'activité ennemie, ainsi que des plans de guerre. Ce sont là, sans ambiguïté, les critères du commandement d'une opération militaire. C'est là relevé, et il n'en fait aucun doute, de la haute hiérarchie militaire centrafricaine, et les noms des vrais responsables seront cités, y compris les auteurs matériels des viols, pillages et meurtres, dans le cadre du règlement de compte entre Centrafricains. La réalité est connue dans cette affaire. La République centrafricaine, à l'époque des événements, avait un président de la République, un gouvernement bien établi, un ministre de la Défense, un chef d'état-major des armées et des officiers généraux dont les noms ont déjà été cités dans ce procès et leurs rôles respectifs dans les opérations militaires seront mis en évidence par la défense. Les témoins de la défense établiront aussi que les troupes du MLC sont allées en Centrafrique comme unité de manœuvre uniquement
pour prêter leur force et leur énergie au service de l'armée centrafricaine, au même titre que les troupes centrafricaines, libyennes, soudanaises, ainsi que les troupes de Miskine et les milices de Paul Baril. Au regard des considérations qui précèdent, nous envisageons désormais la libération prochaine du sénateur Jean-Pierre Bemba comme un espoir pour le peuple congolais qui a toujours vu écarter de la scène politique, comme par enchantement, les élites qui osaient parler pour lui. Il est temps de rendre justice à un homme, ce grand fils de son pays, qui a consacré tant d'efforts pour le bien-être de sa nation, cet honnête citoyen privé pour un temps de sa liberté et de ses droits à poursuivre pleinement sa vocation, celle de se battre pour un Congo meilleur, une Afrique unie et forte. Voilà pourquoi nous ne ménagerons aucun effort, car derrière Jean-Pierre Bemba, c'est de voir en réalité tout un monde qui veut croire encore à une justice vraie et réelle au-delà même des frontières du Congo. En définitive, pour Jean-Pierre Bemba, la prison n'est pas seulement un lieu de privation face à une mise en scène politico-judiciaire et des accusations fantaisistes, mais davantage un lieu de recueillement autour d'un projet ambitieux à la hauteur de la grandeur d'une nation et d'un pays qui a toute sa place au cœur de l'Afrique et dans le concert de nations, ce pays qui lui est cher, ce pays qui est le sien, ce pays qui est le vôtre, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nabi